Donc ce musée est à Lorient-la-Base. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est écrit là. Musée sous-marin, j'ai payé 6 € l'entrée. Septembre 41 pour le K1 et décembre 41 pour le K2, ce premier édifice fonctionne, la base de sous-marin de Quirondan est opérationnelle. Ça va réellement faciliter les opérations de carénage et contribuer bien, à l'accélération des opérations en Atlantique. En janvier 1942, l'Allemagne a déjà produit près de 250 sous-marins de combat qui sont opérationnels. Il y a ici à Quirondan deux bunkers, K1 et K2, où on peut réparer une douzaine de sous-marins à l'abri des bombes. Et puis l'amiral de Nitz, depuis Kernevel, depuis l'Armor-Plage, a installé son poste de commandement pour le déroulement de la bataille de l'Atlantique. Près de 1095 navires alliés sont coulés pendant la seule année 1942. À la fin de cette année, Churchill le confiera plus tard dans ses mémoires, n'avoir eu qu'une seule crainte, fin 42, qu'une seule peur durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est fin 42 que le harcèlement systématique des U-boats n'empêche le ravitaillement en troupes, en armes, en matières premières des Alliés et de fait prive les Alliés de la victoire. En janvier 1943, un troisième bunker rentre en service, le K3. Il comprend 7 bassins en eau parallèles les uns aux autres, des portes étanches qui viennent obstruer l'entrée de ce blocos. Le tout est couvert d'une superstructure de béton avec des plafonds qui, sur l'ensemble du site du K3, atteignent 7,50 m d'épaisseur, qui résistent aux plus fortes bombes que les Alliés sont en mesure de produire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le principe de mise à l'abri des sous-marins est simplifié. Il faut ouvrir les portes étanches, pousser le sous-marin à l'intérieur des bassins et il est assez rapidement mis à l'abri des bombardements. Ensuite, on peut fermer les portes étanches et prendre le temps nécessaire pour, avec des pompes surpuissantes, épuiser l'eau du bassin. Lorsque le bassin est épuisé, le sous-marin se retrouve 6-7 mètres en dessous du niveau de la mer, à l'abri de ces portes étanches, protégé par ces murs bétonnés, et on peut alors le réparer, le caréner. K1, K2, K3, 3 blocos gigantesques qui font aujourd'hui de Quirondan la plus grande base de sous-marins construite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un peu moins de 40% de tous les U-boats de la bataille de l'Atlantique sont venus ici pour des opérations de carénage ou de ravitaillement. C'était réellement l'épicentre de cette bataille de l'Atlantique avec le centre décisionnel de Kernevel. C'est pourquoi, à partir de janvier 1943, les Alliés ont entamé la destruction systématique de la ville de Lorient, et d'une manière générale des villes qui avaient été lieu de construction pour ces bases de sous-marins. L'industrie du Reich, entre 1935 et 1945, produit la somme hallucinante de 1150 sous-marins de combat. Au total, 860 participent réellement aux opérations militaires. La bataille de l'Atlantique reste aujourd'hui la plus grande tragédie maritime de tous les temps. 2850 navires alliés ont été envoyés par le front. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de marins, principalement d'ailleurs des marins civils, qui ont été les victimes de la guerre sous-marine et de la guerre totale voulue par Adolf Hitler. Après la guerre, cette base de sous-marins est réutilisée par la Marine nationale. Pendant 50 ans, la Marine nationale va compter ici une unité que l'on a d'abord appelée la 2e escadrille de sous-marins, ensuite l'escadrille des sous-marins de l'Atlantique, qui a compté au plus fort de son activité 12 sous-marins diesel électriques et qui était servi par grosso modo 1000 ouvriers, ingénieurs, techniciens de la direction des constructions navales et puis grosso modo l'équivalent 1000 marins d'État qui servaient à bord de ces navires. Une base qui a été fermée en juin 1995, laissant une des plus grandes friches industrielles et militaires d'Europe.
Nous sommes ici sur le site de Kéroman. C'est aujourd'hui la plus grande base de sous-marins construite pendant toute la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne nazie sur le littoral atlantique. Au total, 5 bases de sous-marins ont été construites en France. Une à Brest, une à Lorient, une à Saint-Nazaire, une à La Palisse, La Rochelle et une à Bordeaux. Ici, dès l'été 1940, les premiers U-boats sont acheminés à Lorient. C'est un site stratégique pour la marine allemande, un port directement ouvert sur l'océan Atlantique et surtout un arsenal qui existe bien depuis la fondation de la ville. Un arsenal dans lequel les Allemands vont trouver d'une part des machines-outils, des installations pour la construction et la réparation navale, et d'autre part une main-d'œuvre qui est là, qui a été prise dans la nasse de la débâcle de 1940. L'amiral Dönitz, un officier qui a, pendant la Première Guerre mondiale déjà, commandé des navires de surface et ensuite des sous-marins, s'est vu confier par Hitler la charge des forces sous-marines. Il va s'installer à Lorient dès la fin de l'année 1940. Il va y résider en personne pendant près de 2 ans pour ici superviser d'une part la construction de la base de sous-marins de Lorient-Kéroman et bien sûr d'autre part commander au U-boat de la bataille de l'Atlantique. À partir de février 1941, la presqu'île de Kéroman et les abords du pays de l'Orient se transforment en une ruche gigantesque où 15 000 ouvriers, techniciens, ingénieurs venus de l'Europe entière vont venir travailler à l'édification pour le compte de l'organisation Todd de 3 bunkers gigantesques qui devront permettre la réparation des sous-marins. Le premier blocos est mis donc en chantier en février 1941. Les Allemands vont l'appeler le K1. K parce que nous sommes sur le site ici historique de Kéroman, 1 parce que c'est le premier qui est édifié. Il est en position centrale par rapport aux 2 autres bunkers qui ont été édifiés plus tard. Il faut environ 7 mois à ces dizaines de milliers de spécialistes du bâtiment, du génie civil, de la mécanique générale, de l'électricité générale, pour venir à terme de ce premier édifice avec un ouvrage comprenant un bassin en eau, on parle d'alvéole, dans lequel vont être poussés les sous-marins. Ils seront posés sur un chariot, on parle plus volontiers de berre dans la marine, et lorsque le sous-marin sera dans l'alvéole protégé contre les bombardements, les marins s'affaireront à équilibrer le sous-marin sur ce berre. Une fois que l'ensemble berre sous-marin est en équilibre, par un slipway, on va tracter à la surface, au niveau du sol, le sous-marin pour ensuite lui faire une translation sur un terre-plein qui se trouve entre le premier blocos construit, le K1, et le deuxième blocos construit un peu plus tard, le K2. Une fois que la translation est effectuée, on peut magasiner les sous-marins depuis ce terre-plein directement dans des sous-compartiments que l'on trouve dans le K1 et dans le K2. On parle de nefs. Au total, une douzaine de nefs entre K1 et K2 permettent la réparation des sous-marins. Alle Boote werden sofort zu neuer Feindfahrt klargemacht. À la fin de l'année 1941, septembre 41 pour le K1 et décembre 41 pour le K2, ce premier édifice fonctionne, la base de sous-marins de Kéroman est opérationnelle. Ça va réellement faciliter les opérations de carénage et contribuer à l'accélération des opérations en Atlantique. En janvier 1942, l'Allemagne a déjà produit près de 250 sous-marins de combat qui sont opérationnels. Il y a ici à Kéroman 2 bunkers, K1 et K2, où on peut réparer une douzaine de sous-marins à la moyenne. Et puis l'amiral Dönitz, depuis Kerchevelle, depuis l'armement, a installé son poste de commandement pour le déroulement de la bataille. La défi du Reich, entre 1935 et 1945, produit la somme hallucinante de 1150 sous-marins de combat. Au total, 860 participent réellement aux opérations militaires. La bataille de l'Atlantique reste aujourd'hui la plus grande tragédie maritime de tous les temps. 2850 navires alliés ont été envoyés par l'OTAN. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de marins, principalement d'ailleurs de marins civils, qui ont été victimes de la guerre sous-marine, avec un total qui par la à partir de février 1941, la presqu'île de Kéroman, d'abord du pays de l'Orient, se transforme en une ruche gigantesque où
15 000 ouvriers, techniciens, ingénieurs venus de l'Europe entière venus travailler à l'édification pour le compte de l'organisation COD, de 3 bunkers gigantesques devront permettre la réparation de ces services. Le premier blocos est mis en chantier en février 1941, également on l'appelait le K1. Le K parce que nous sommes sur le site ici, vous avez des suivants, parce que c'est le premier, il est en position centrale par rapport aux deux autres bunkers. Il faut, aller en 7 mois, c'est de spécialistes du bâtiment, du génie civil, de la technique générale, de l'électricité générale, pour venir à terme de ce premier édifice, avec un ouvrage comprenant un bassin en eau, on parle d'alvéole, dans lequel vont pousser les sous-marins. Ils seront posés sur un chariot, de verre dans la marine, et lorsque le sous-marin sera dans l'alvéole protégé contre les bombardements, les marins s'appelleront à continuer le sous-marin sur ce verre. Une fois que l'ensemble verre sous-marin est en par un type où on va frapper chaque fois au sol, le sous-marin, donc ensuite sur un carton, c'est bon, il faut que le premier logo conduit le parrain et le deuxième logo conduit la résultat. Une fois que la plantation est utilisée, on peut magasiner les sous-marins, depuis ce carton, directement dans des sites appartements que l'on trouve dans le parrain. Donc, un projet de lettre en termes de permet la réparation du ça va réellement les opérations de carrière et contribuer à la célébration des opérations de carrière. Pourquoi pas lui?
pays d'Orient se transforme en une ruche gigantesque où 15 000 ouvriers, techniciens, ingénieurs venus de l'Europe entière vont venir travailler à l'édification pour le compte de l'organisation SOS. Au fil de ma carrière, j'ai eu le privilège de partager la vie de plusieurs hommes et femmes de la Nouvelle canadienne et la Marche. Ils ont combattu au Canada et partout dans le monde. Ils ont soigné les blessés, codé les messages secrets. Chacune et chacun m'ont confié leur grand moment de camaraderie, comme ceux parmi les plus bénis. Ce sont quelques-unes de ces personnes que je vous invite à écouter aujourd'hui. Écoutez-les, vous serez comme moi, j'en suis certain, touchés et captivés. Bonjour, my name is Leroy, neozoologist, Quebec, and specialist in Canadian natural history. Over the course of my career, I have had the privilege of sharing the lives of intimate and waiting networks of the Royal, and the Nature. Because the Canada and the Canada. First of all, du COVID Bonjour, mon nom est François Québec, je suis québécois spécialiste
libération du Canada à la Deuxième Guerre mondiale a nécessité un vaste effort auquel ont contribué des millions d'hommes et de femmes. Plus d'1 million de Canadiens ont servi au sein de la Marine royale, de l'armée, de l'aviation royale du Canada et de diverses unités de soutien, soit 1/10 de la population du pays. Tout le reste de la population en capacité de travailler a été mobilisé pour l'effort de guerre. Dès le déclenchement du conflit, la population apprend à vivre avec la censure et la propagande, le rationnement et l'obscurcissement. Les hommes et désormais les femmes s'enrôlent par milliers dans l'armée, la marine et l'aviation. Comme pendant la Grande Guerre, ils doivent gagner les usines, les bureaux et les chantiers. La majorité des personnes Chers visiteurs, vous êtes devant la porte de l'Atlantique. Nous avons permis de voyager dans le temps, pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'espace à plus de 4000 km de l'Orient. Une profession nous attend à plus de l'histoire de Léopold Fortin, un navire canadien qui a participé à la bataille du Saint-Laurent en 1942. Cette porte nous permettra aussi de rencontrer des visiteurs amusés par la ville et d'échanger des informations sur le monde. Vous êtes dans la porte de l'Atlantique. Ne soyez pas surpris, je vous emmène sur une grande rue.
Voilà, je sors du musée de la base sous-marine et de son caisson de compression pour les sous-mariniers. C'était surtout ça en fait. J'essaierai aussi de... Ah, voici une espèce de je sais pas trop quoi là. De torpille peut-être. Partout il y a des casemates partout. Hein. C'est partout. Voilà. Ça je sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est une torpille peut-être, je sais pas trop. Voilà, ces quatre armes maritimes ont toujours été là, depuis la création du musée, je crois. Musée sous-marin. Bon, je ferai plus tard le toit du K3 en visite. Voilà, on est, je crois, vendredi... je sais même plus combien on est, 14, 15, 16, ouais, on est vendredi 17, je crois, avril. Et on est en fin d'après-midi. Le soleil est bien à l'ouest. Comme le soleil va se coucher dans quelques heures, on le voit mal de ce côté-là. Mais... Donc en tout, ça c'est une base sous-marine de Lorient. Il y a beaucoup de choses à visiter. Musée Éric Tabarly, le K3, le sous-marin le Flores, qui est là, le musée sous-marin. Ça fait déjà 4 visites. Il y en a peut-être d'autres. Hein. N'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Je vais filmer un truc que jamais personne n'a filmé. C'est le morceau de sous-marin qu'il y a au rond-point de la base sous-marine de Lorient. Tous les Lorientais l'ont vu plusieurs milliers de fois, dizaines de milliers de fois, mais pas les gens qui habitent à Paris, à Marseille. Donc en fait, quand vous arrivez à Lorient par la pénétrante, de facto, vous arriverez toujours par le rond-point de la base sous-marine, où il y a les blocos des Allemands et 4 ou 5 musées à visiter. Donc vous pouvez pas vous tromper. Hein. Bon, avec évidemment ce bout de sous-marin est complètement rouillé. On dirait que c'est de là que se lançaient les torpilles. On voit des fenêtres et on voit, je crois, les trous. Ah bah tiens, on peut même étrave du sous-marin Marsouin. C'est un sous-marin français de Cherbourg. Voilà. Bon,
Bon, bah bien, hein. Ça va clôturer pour aujourd'hui ma petite visite à la base sous-marine. Je ferai sûrement pas le musée Éric Tabarly, j'apprécie pas trop, même si les gens adorent. Je ferai le toit du K3 et que je vous ai déjà montré à l'intérieur. J'ai déjà visité bien sûr, mais c'est histoire de faire des belles vidéos tout en haut du K3 dans les casemates. Donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ici Lorient 56 Morbihan, entre Vannes et Quimper.